rendre grâce à Dieu parce que je pense que le Tout-Puissant quand même est en train de nous accompagner dans ça. Mais n'empêche que en tant que aussi humain, alors dans ce pays, alors les gens sont en train de s'organiser. Ils s'organisent depuis les premières heures en tout cas de la maladie. On s'organise et maintenant l'organisation effectivement se fait à l'image également de ce qui se passe au niveau hiérarchique, c'est-à-dire on a mis en place un comité local qui est le répondant du comité départemental dirigé par le préfet, donc qui est le répondant au niveau de l'arrondissement. Et c'est un comité qui est quand même composé de plusieurs acteurs, les maires d'abord, ensuite les jeunes, les femmes. Quand je dis les jeunes, je parle de leurs organisations, les organisations de jeunes, les organisations de femmes, la presse également, donc qui est membre, la Croix-Rouge, tout un ensemble en tout cas, et même pourquoi pas les partenaires qui sont là dans la zone et qui interviennent dans la zone. Maintenant, autour du sous-préfet, bon, on prend un certain nombre de stratégies, un certain nombre de mesures qui ne sont que des mesures édictées, en tout cas par le ministère de la Santé, pour essayer de voir comment, à notre niveau également, nous allons amener, en tout cas, les populations à suivre un peu les prescriptions, donc les recommandations qui ont été édictées par les pouvoirs au niveau central. Comme j'avais l'habitude de le dire, ce combat est un combat qui a 4 niveaux à mon avis. Il y a le niveau médical, qui est aujourd'hui géré par le personnel de santé, et il y a le niveau sécuritaire, qui est aujourd'hui géré par peut-être les forces de sécurité et de défense, pour amener les gens à respecter un peu les questions de sécurité qui ont été en tout cas mis en place. Il y a maintenant l'aspect matériel, parce que tout combat quand même nécessite des moyens. Donc c'est le 3e niveau. Et le 4e niveau que j'ai toujours considéré comme un niveau transversal, c'est le niveau communication. Et nous vous saluons au passage, nous vous remercions au passage. La communication, elle est transversale parce qu'elle est au niveau médical, elle est au niveau sécuritaire, mais elle est également au niveau de la recherche des moyens. Donc c'est pour dire que véritablement voilà les 4 aspects sur lesquels sous la coordination effectivement de l'autorité administrative qui fait la coordination de ces 4 aspects. Donc ce sont ces 4 aspects sur lesquels en tout cas nous nous appuyons pour un peu essayer de voir comment à notre niveau également apporter notre participation dans ce combat qui est aujourd'hui un combat national, je dirais même un combat mondial. Donc c'est voilà les stratégies. Donc maintenant sur le terrain concrètement, c'est la sensibilisation. Et quand on dit sensibilisation, nous reviendrons encore sur la question de la communication, sur la question de la bonne information qu'il faut donner aux populations, et également appuyer également les autorités sécuritaires par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Surtout, nous avons une particularité au niveau de l'arrondissement, je dirais même au niveau du département de Goudomp. Nous avons une particularité d'être une zone frontalière et une frontière que j'ai toujours l'habitude de considérer comme artificielle. Parce que quand même, c'est difficile de faire le distinguo entre les villages sénégalais et les villages guinéens parce que la frontière est terrestre, mais également elle est poreuse. Elle est poreuse et également il y a aussi, c'est à ce niveau peut-être que tout le monde doit plaider pour qu'on renforce le maillage sécuritaire du département et je dirais même de l'arrondissement. Donc imaginez pour tout le département de Goudomp qui a presque plus de 100 km de frontière avec la Guinée-Bissau, il y a une seule brigade de gendarmerie. Vous imaginez et vous acceptez avec moi que c'est insuffisant. Donc il faudrait quand même que nous tous, nous plaidions au niveau des décideurs pour que véritablement qu'on aille dans le sens de renforcer le maillage au niveau de la frontière. Donc c'est là la difficulté. Parce que même lorsqu'on avait, c'est en vigueur d'ailleurs jusqu'à présent, la fermeture des frontières. Nous avons des difficultés
sécurité entre les deux frontières, et nuitamment avec les motos, les Jakarta, tout ça, les gens entrent, ils sortent comme ils veulent, quand ils veulent, et c'est difficile. Et malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, le maillage sécuritaire n'est pas suffisant pour pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là. Mais néanmoins, on a toujours demandé quand même aux chefs de village de contribuer à gérer un peu la frontière, de contribuer à la sensibilisation, mais surtout au signalement, en tout cas des cas qui sont peut-être des cas d'indiscipline, comme on a l'habitude de le dire, ou bien de défiance, en tout cas vis-à-vis de l'État, au-delà de la sensibilisation, qu'ils signalent à l'autorité, qu'ils signalent aux forces de sécurité et de défense pour que certaines questions puissent être prises en charge. Et aujourd'hui, avec l'assouplissement des mesures, alors on a l'impression que ailleurs les gens n'ont pas compris les propos du président de la République, ou bien en tout cas les décisions du président de la République. C'est comme si la porte était ouverte, grandement ouverte, et que les gens sont dans une situation normale, alors que c'est pas aujourd'hui le cas. Et d'ailleurs nous rencontrons effectivement ces difficultés, donc avec les rassemblements, les mariages, les baptêmes, etc. Hier seulement, alors il y avait un mariage qui devait avoir lieu dans un village à côté. Je me réserverai de citer. Alors en relation avec la gendarmerie, et c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont venus chercher femmes. Ils ont l'habitude d'animer jusqu'au petit matin avant de prendre leurs femmes. Alors on leur a interdit ça, et puis il faudrait peut-être que les gens comprennent. Et même ici, on m'a parlé même de sortie de circoncis, je crois, pour les jours à venir. Alors les gens sont passés mouvages, je leur ai dit, en tout cas, c'est interdit, et nous prendrons nos responsabilités par rapport à tout cela. Donc autant nous faisons de la sensibilisation, nous faisons ce que disent les Wolof, le masla, mais autant aussi, comme disent les autres aussi, force restera à la loi quand c'est nécessaire. Donc à ce niveau-là également, on n'a pas d'état d'âme, parce qu'on a l'impression que dans ce pays-là, où en tout cas, c'est des situations qui sont partout, mais nous ne pouvons que parler pour ce que nous vivons, ce que nous voyons tous les jours. Alors je considère que dans la zone, il y a 3 mots qui nous gangrènent. 3 mots avec M-O-R-T-S, mais aussi mots avec M-A-U-X. Donc ces 3 mots-là qui nous gangrènent, c'est l'indiscipline, c'est l'inconscience, et c'est aussi l'insouciance. Les gens, on a l'impression qu'ils ne croient même pas que la maladie existe, alors que chaque jour on entend des décès partout. Donc touchons du bois, et nous souhaitons véritablement que cet état de fait dans lequel nous nous situons aujourd'hui se poursuive. Sinon ce sera la catastrophe, parce que les conditions ici, quand même au plan sanitaire, au plan même social, sont des conditions plus ou moins difficiles. Donc si par hasard ou par mégarde la maladie arrivait à s'introduire dans le département, alors ça risque d'être très difficile. Donc nous continuons toujours à lancer un appel vibrant aux populations, en tout cas de continuer à respecter les mesures barrières. Le port du masque, qui est aujourd'hui obligatoire, et avec l'entremise des maires, des donateurs, en tout cas de toutes les personnes ressources, on a eu à fournir quand même beaucoup de masques dans la zone. Mais quelquefois c'est difficile. Alors maintenant, le lavage également des mains, également, ça a été un dispositif qu'on a mis en place dans toutes les communes, mais on sent également un certain relâchement. Et nous continuons toujours à sensibiliser, nous continuons toujours à demander aux maires, en tout cas qui sont les maires et les chefs de village qui sont nos relais, en tout cas au niveau de l'intérieur, en tout cas de continuer à sensibiliser. Les prières ont repris, les prières des vendredis ont repris, et là, toutes les mosquées, en tout cas de l'arrondissement, ont repris les prières. Mais là également, il y a la difficulté, parce que dans l'esprit de l'État, quand même, il était question aujourd'hui de prendre un certain nombre de mesures telles que les distanciations, mais force est de reconnaître que véritablement c'est difficile à ce niveau-là. Donc il faudrait que les gens comprennent que si l'État a décidé un assouplissement, c'est aussi pour tenir compte d'un certain aspect, l'aspect social et l'aspect économique. Parce que aussi pendant 3 mois, les gens n'ont pas travaillé, il y a eu des difficultés.
malgré l'aide alimentaire de l'État quand même, les populations ont besoin de s'activer au plan social et au plan économique pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc l'un dans l'autre, l'État a dit il faut assouplir, mais il ne faut pas démissionner. Il faut assouplir, mais ce n'est pas du laisser aller. On assouplit pour que les gens puissent quand même vaquer à leurs occupations, surtout au plan économique. Nous sommes dans une zone à vocation agricole, donc il faudrait que les gens quand même puissent mener leurs activités. Ceux qui mènent le petit commerce également, il faut qu'on leur permette. Les transporteurs aussi, ils ont trop souffert. J'ai un garage mécanique ici devant moi, mais ils avaient fermé boutique complètement. Et là, j'avais même pitié d'eux. Donc, pour dire que véritablement, le président de la République a compris que véritablement, la lutte est là, il faut mettre de la rigueur, mais de l'autre côté également, alors il faut permettre aux gens quand même de mener les activités. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre quand le président dit il faut vivre avec le virus. Ça ne veut pas dire que véritablement il faut démissionner comme certains le pensent. Non, il dit il faut gérer. Il faut se comporter en conséquence tout en continuant à travailler. Cela explique également l'ouverture des classes, la réouverture des classes des examens, des classes d'examen. Donc tout cela, en tout cas, est organisé. Maintenant, nous, au niveau de la base, au niveau communautaire, il faudrait que les gens quand même sachent que véritablement la maladie est là et elle est dangereuse et elle se contamine très rapidement. Donc il faudrait quand même à ce niveau-là que les gens quand même puissent en tout cas se comporter en conséquence. Faire un toilettage en y impliquant les maires et en y impliquant également un certain nombre d'acteurs. Et après cette phase également, il y a la phase ciblage au niveau communautaire qui a été effectivement pilotée par les délégués de quartier selon les cas et également les chefs de village dans d'autres cas. Donc après tout cela également, on a fait des séances de validation. Donc lorsque tout cela a été fait maintenant, le reste, nous on s'est impliqué fondamentalement. On a mis en place des comités de distribution, mais moi j'étais présent aussi bien au niveau de la réception du matériel dans toutes les communes. Soit je suis présent, soit c'est mon adjoint. Et là, nous on comptait pièce par pièce. C'est pour éviter les manquements ou bien les erreurs. Après ça, maintenant aussi, on a participé à toutes les séances de distribution. C'est pourquoi j'ai fait ça par commune. Et pour chaque commune, l'autorité est présente du début à la fin. Voir comment ça se fait. Et j'ai même utilisé les enseignants qui étaient un peu plus ou moins, qui avaient un peu de temps à l'époque, et je les connais parce que, entre guillemets, ou en tout cas, je travaillais beaucoup avec eux pendant les élections, donc j'ai confiance en eux par rapport à leur sérieux, par rapport à leur engagement, mais également, c'est des agents de l'État que je peux utiliser à tout moment. Donc, avec eux, on a fait ce travail-là, et finalement, la distribution, en tout cas, globalement, s'est passée dans de très bonnes conditions. Mais, comme la distribution ne pouvait pas satisfaire tout le monde, nécessairement, il y a des gens qui peuvent penser qu'ils avaient le droit d'en avoir et qu'ils n'en ont pas. Alors, chaque fois qu'ils viennent vers nous, on les explique. Et heureusement également, et nous les félicitons au passage, tous les maires de mes 5 communes, chacun en ce qui le concerne quand même a eu à faire des efforts dans le budget pour un peu venir en aide aux populations, pour compléter un peu le gap. Parce que l'État a été clair au départ que je ne peux pas donner à tout le monde. Donc je choisis 1 million de ménages dans le Sénégal et le reste maintenant, les donateurs et les maires. Il y a même ici au niveau de la zone des donateurs qui ne sont pas de la mairie forcément, mais c'est des personnes, c'est des ressortissants, en tout cas c'est des fils, en tout cas des localités qui à leur niveau aussi on met la main à la poche pour appuyer leur population. Mais tout compte fait, les maires également ont fait la même chose et certains même ont donné le même kit que l'État. Ailleurs, peut-être, il y a quelque chose qui manquait, mais l'essentiel, c'était que quand même qu'ils viennent en aide à l'État et c'est ce qui a été fait. Et véritablement, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés. Je ne parlerai pas de zéro faute et je préfère peut-être que les autres, en tout cas, apprécient. Mais comme on dit, on ne peut pas être dans sa chambre et se voir passer sous la fenêtre. Donc, ce ne sera pas possible. Donc, je préfère que les populations apprécient, en tout cas, les actions que nous avons eu à faire. Mais tout compte fait, il n'y a pas eu beaucoup de bruit, en tout cas, autour de ça. Ça, nous touchons du bois et également, c'était la communication. Parce que moi, je suis un adepte de la bonne information et de la bonne communication. Comme on dit, c'est le 4e pouvoir et certainement,
si on n'y prend pas garde, elle risque de devenir le premier pouvoir, parce que quand on réussit la communication à tout point de vue, alors le reste ça passe comme lettre à la poste, et c'est ce qui nous a beaucoup sauvé quand même. On a beaucoup communiqué, on a beaucoup parlé avec les gens, on a beaucoup partagé, et tout le monde était, en tout cas les acteurs proches du dossier, tout le monde était au même niveau d'information. Nous vivons cette situation comme partout ailleurs dans la région. Donc, d'ailleurs, je crois que dans le département, l'arrondissement de Simbandi, notamment la zone de un peu Djoudobou et un peu surtout Nyanga, c'est là-bas quand même où il y a une forte agression quand même de la forêt. Et là, l'un dans l'autre, on reviendra encore sur le maillage. Il faudrait que quand même qu'on renforce en tout cas les structures, le secteur réseau et forêt, que nous saluons au passage, que nous félicitons au passage par rapport au travail quand même qu'ils sont en train de faire. Mais quand même, il y a des limites liées aux problèmes de logistique, les limites liées aux problèmes de personnel. Mais là également, les gens sont en train de faire en tout cas beaucoup de choses. Mais toujours est-il que, alors il faut toujours sensibiliser. Et nous avons toujours sollicité en tout cas les radios communautaires, telles que celle qui est là à Tanaf, qui mène des émissions en tout cas sur beaucoup d'aspects, et beaucoup d'aspects aussi bien en langue nationale que en langue française, pour un peu ratisser large, parce que ici quand même c'est une zone où le Peul et le Manding est très parlé, même du côté de la Guinée. Donc voyez-vous, donc nous sensibilisons les gens pour que les personnes comprennent que la forêt, c'est une richesse qu'il faut préserver. Mais si elle est détériorée, c'est nous qui en pâtissons. Et souvent, ceux qui viennent agresser la forêt, en général, c'est pas des gens d'ici. Donc, ils vont venir saboter, ils vont venir, en tout cas, disons, détériorer, détruire la forêt, et ensuite, ils rentrent tranquillement dans leur zone de provenance, et nous allons souffrir après avec nos forêts. Donc, quand on discute avec les anciens, ils te disent quelquefois qu'à tel endroit, à tel moment, personne ne pouvait s'aventurer. Mais maintenant, à certains endroits, on peut regarder à 100 mètres sans qu'on ait vraiment, parce que la forêt est en train d'être vraiment agressée par ces malfaiteurs, par ces bandits. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des bandits de l'environnement, c'est des criminels de l'environnement, alors qu'il va falloir traquer chaque fois. Mais nous demandons toujours la participation des populations de l'intérieur, notamment les chefs de village. Les chefs de village, c'est vraiment un maillon important de l'activité que nous menons à tout point de vue et dans tous les secteurs. La participation des chefs de village, vraiment, si elle est de mise, alors on peut réussir en tout cas à endiguer un certain nombre de fléaux tels que le vol de bétail, tels que la maladie qui est l'actualité, telles que également la destruction de l'environnement, les coupes abusives et anarchiques, en tout cas des forêts. Donc c'est véritablement la participation des chefs de village qui est très attendue. Voilà une autre question qui nous préoccupe et qui nous empêche également de dormir. C'est la question du vol de bétail. Et aujourd'hui, le vol de bétail est souvent accompagné d'armes, de violence, etc. Donc c'est vraiment une préoccupation. Pour l'histoire, l'année dernière, je n'ai même pas prié le jour de la Tabaski, parce que il y avait un cas de vol suivi de tuerie dans toujours la commune de Nyanga. Donc il fallait aller là-bas récupérer le corps, etc. Donc avant de revenir, il était 15 heures. Donc je n'ai pas prié, mais j'ai immolé mon mouton vers les coups de 15 heures. Donc c'est pour dire que c'est une préoccupation qui nous empêche de dormir. Et comme vous l'avez rappelé, il y a dans la semaine, en tout cas cette semaine même, il y a eu effectivement un cas de vol. Bon, environ une cinquantaine ou bien même une quarantaine de têtes qui sont parties comme ça. Et jusqu'à présent, bon, les gens sont en train de faire les recherches qu'il faut en relation avec les forces de sécurité et de défense
on ne dira jamais assez par rapport également au maillage sécuritaire. Ça, vraiment, c'est un problème, et surtout par rapport également à la porosité de la frontière. Donc, ça favorise un peu, ça facilite en tout cas ces bandits qui viennent voler de bétail. Ça leur favorise parce qu'à n'importe quelle heure, ils peuvent sortir de la frontière, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un dossier, mais nous avons toujours essayé, en tout cas, de sensibiliser les populations pour que chaque fois qu'ils voient des personnes inconnues dans le village, ou en tout cas des personnes suspectes, qu'ils essaient de signaler pour que les gens quand même puissent les surveiller. Voilà, parce que souvent aussi, on le dira avec beaucoup de regret, le vol de bétail est quelque chose de coordonné. C'est quelque chose de coordonné parce qu'on a l'impression même que certains voleurs peuvent venir d'ailleurs, mais souvent on a l'impression qu'ils peuvent avoir même des tuteurs dans la zone. Et ça peut leur faciliter quand même l'accès au bétail. Donc c'est pourquoi nous avons toujours demandé quand même aux villageois, aux chefs de village surtout, de s'organiser et en comité de veille, en comité de surveillance et en comité de signalement. Donc et chaque fois qu'il y a des préoccupations comme ça, que les gens quand même puissent attirer l'attention de l'autorité très rapidement, et avec la gendarmerie, avec les militaires, etc., on pourra voir comment en tout cas gérer ça. Et on leur dit souvent, en tant qu'autorité, nos portables ne sont jamais fermés. Et moi, j'ai une manière de... Voilà, peut-être c'est un secret, mais je dis au chef de village, vous n'avez pas de raison, vous n'avez pas de motif de dire j'ai pas de crédit. Vous me bipez 3 fois, je saurai que c'est un chef de village qui est en train de m'appeler, et aussitôt je t'appelle. Parce que je ne peux pas avoir tous les numéros de chef de village dans mon portable, mais je leur ai donné cette astuce pour leur dire que nuitamment, si vous bipez 3 fois, je sais qu'il y a quelque chose quelque part, j'appelle, alors c'est qui, vous vous présentez et vous me dites de quoi il s'agit. C'est pour ne pas donner, en tout cas au chef de village, le prétexte comme quoi j'ai pas de crédit, etc. Maintenant, il faut aussi penser au maillage, ou bien en tout cas au renforcement du réseau téléphonique dans la zone. Parce que quelquefois, dans certaines zones quand même, on a des difficultés d'accès au réseau. Et là également, l'un dans l'autre, comme on l'a dit avec le maillage sécuritaire, il est également en tout cas souhaitable que véritablement dans la zone, surtout à l'intérieur, au niveau de la frontière, dans le Nyanga, en tout cas de renforcer un peu le réseau téléphonique de tous les opérateurs qui sont là. Donc ça aussi, ça pourrait participer en tout cas à faciliter un peu la lutte et peut-être même la coordination de cette lutte-là au niveau de l'arrondissement et au niveau du département. Mais nous essayons, tant bien que mal quand même, d'entrer en relation avec nos homologues de l'autre côté, de la Guinée, ce qui n'est pas facile, parce que souvent, c'est un constat. Là-bas, l'autorité administrative et l'autorité militaire, voilà, donc il y a quand même des choses à... Nous, quand même, ici, il y a une coordination réelle entre l'autorité administrative et l'autorité militaire. Donc, il y a une coordination de jour comme de nuit, on partage les informations, mais de l'autre côté, bon, peut-être qu'on ne pourra pas trop juger, c'est leur niveau d'organisation. Mais tant bien que mal, nous essayons en tout cas de voir dans quelle mesure nous allons en tout cas créer une synergie autour de toutes ces questions-là liées à la sécurité, liées surtout au vol de bétail, parce que quelquefois aussi ils sont victimes, mais les plus grandes victimes en tout cas c'est au niveau du côté sénégalais où il y a tout le temps ces problèmes-là, surtout dans cette période. On a l'impression que chaque fois qu'on se rapproche de la Tabaski, alors il y a une recrudescence en tout cas du vol de bétail. Là également, il va falloir l'analyser et voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Mais dans tous les cas, nous sommes en tout cas sur pied, nous sommes sur le terrain et chaque fois on essaie de voir comment juguler en tout cas ces questions-là qui nous préoccupent fondamentalement et qui nous empêchent même de dormir et même pourquoi pas qui donne un coup fatal même à l'économie. Imaginez les 40 bœufs, en tout cas environ, qu'on a volés, ça appartient à une seule personne. Donc c'est toute une économie d'une dizaine d'années de labeur, en tout cas qui est mis sur le feu, qui est mis en échec véritablement, et donc ça ne favorise pas
véritablement l'activité économique, surtout sur le plan de l'élevage. Parce qu'on l'a toujours dit, les conditions d'élevage sont réunies ici en Casamance, plus qu'ailleurs. Donc, ça ne peut pas se comprendre que des gens viennent d'ailleurs pour nous vendre le mouton de Tabaski, etc. Mais le seul problème, ou en tout cas l'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est le vol de bétail. Pendant que nous avons quand même des atouts en termes fourragères, en termes de, même au plan hydraulique, parce que quelquefois, même dans les mares naturelles, on a de l'eau jusqu'au mois de mars, avril. Donc, voyez-vous, c'est des atouts que peut-être ailleurs les gens n'ont pas. Malheureusement, le vol de bétail freine l'ardeur des éleveurs, prennent en tout cas l'ardeur des populations qui veulent s'adonner à cette activité. Donc c'est dommage, mais l'État en tout cas est en train de faire ce qu'elle peut faire, et avec nous qui sommes là et avec la participation des populations, parce qu'aujourd'hui elle est nécessaire, cette participation des populations, et également leur comportement sur le terrain. Et moi j'ai toujours l'habitude de dire, à défaut de signaler, mais nanga mando. Mais on ne signale pas, mais souvent on est des couvertures. Et là c'est dans beaucoup d'aspects, dans d'autres aspects, même sur le plan de la gestion des ressources naturelles. Quand on voit les eaux et forêts passer, il y a des gens qui téléphonent pour dire attention, les gens arrivent. Et certainement avec le vol de bétail, on peut penser que certainement il y a des complicités. Donc nous aussi on est en train de traquer aussi bien les voleurs que les complices de ces voleurs-là. Donc si chaque fois, en tout cas qu'on appréhende un voleur, ou bien en tout cas un complice, véritablement, force restera à la loi, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, nous privilégions la sensibilisation, nous privilégions l'appel aux populations à la participation. Je crois que c'est plus un problème de communication que de se retrouver ou pas. C'est un problème de communication parce que les procédures pour accéder à la carrière de Tabadjan ont été respectées aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et depuis lors également, ce qui a été fait, en tout cas ce qui devait être fait est en train d'être fait. Donc il était question avec la commune de voir, parce que d'abord, les populations ont accepté le fait que l'entreprise vienne à exploiter. Donc ensuite, le conseil municipal également a donné un avis favorable d'ailleurs. Maintenant, c'est sur la base de tout cela que véritablement le décideur, en l'occurrence le ministre, chargé des mines, a donné l'autorisation d'exploiter. Maintenant, à ce niveau-là également, il y a ce qu'on appelle les populations impactées. Donc, c'est-à-dire les populations qui avant exploitaient ces terres-là sous forme risicole. Donc, ces populations, avec une commission qu'on appelle la commission départementale d'évaluation et de constat des impenses, qui a été mis en place par le préfet du département, que je salue au passage, donc qui était venu faire l'évaluation. Sur la base de l'évaluation, maintenant, on a payé les impenses. Alors, il faudrait peut-être que les populations comprennent que c'est des techniciens qui ont fait le travail. Et j'ai l'habitude de leur dire que aussi bien l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise ne va pas dire que ce que vous avez évalué c'est trop cher, mais les populations aussi n'ont pas le droit de dire ce que vous avez évalué c'est très peu. Parce que c'est des techniciens qui ont fait le travail sur la base d'un barème qui est au niveau national. Donc c'est comme ça. À ce niveau-là également, on avait dit que c'est la première condition, ils ont payé. Ils ont payé toutes les personnes qui ont été impactées. Maintenant, entre la mairie et l'entreprise, effectivement, il y a eu un protocole qui a été signé pour que véritablement, j'ai dit d'abord au passage que l'entreprise paye quand même les taxes municipales, en termes de droit de stationnement, en termes de ceci ou de cela. Alors, maintenant, par rapport à la commune, effectivement, il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été signés entre l'entreprise et la commune. Donc, et l'un dans l'autre, quand on dit accord, quand on dit protocole, il y a des engagements de part et d'autre. Donc, la commune s'engage à libérer les terres, en tout cas, à libérer les parcelles, entre autres. Mais l'entreprise aussi s'est engagée sur un certain nombre d'aspects, sur un certain nombre de points. Par exemple, l'entreprise est engagée à donner aux populations, surtout les femmes qui ont perdu leur terre, de leur donner en tout cas une unité de transformation d'Anakar, qui est déjà sur place, qui n'a pas encore démarré, mais qui est déjà sur place parce qu'il fallait construire le local. Le local est déjà construit. Il fallait maintenant faire une demande pour l'électricité.
et c'est ça qui reste. Mais la machine, en tout cas l'unité de transformation d'Anacad est là. Donc l'autre aspect également, et là c'est un engagement qui concerne l'entreprise et la mairie. C'est-à-dire qu'il était prévu, il est prévu d'ailleurs, c'est en vigueur, que l'entreprise quand même fasse un bloc maraîcher pour les femmes. Mais c'est à la mairie, en tout cas à la commune, de donner les terres. Donc c'est à ce niveau où nous en sommes. Et là, c'est à la mairie de trouver les terres et c'est à l'entreprise maintenant d'installer en tout cas les commodités qui relatives en tout cas à cette ferme maraîchère pour les femmes. Ça, même pour vous dire la vérité, ça n'a pas encore démarré, mais la mairie est en train de trouver des terres. Vous comprendrez avec moi que ici la question des terres quand même est un problème qui n'est pas facile. Alors, mais ils sont en train de négocier avec certains propriétaires, entre guillemets, en tout cas certains usagers de certaines terres, pour essayer de voir dans quelle mesure la commune pourrait accéder à cette terre pour l'affecter, en tout cas aux femmes qui ont perdu provisoirement, je dirais, qui ont perdu en tout cas leur terre risicole. Il est question également de remblayer en tout cas l'espace après exploitation. Et là, dans le cadre du comité de suivi que nous avons mis en place, que j'ai l'honneur de diriger au nom du préfet, donc où il y a tous les acteurs, donc les services des mines, de l'environnement, tous ces gens-là, ils sont là-dedans. Donc l'agriculture, les eaux et forêts. Donc régulièrement, on fait des visites de sites. Alors on a demandé, au lieu d'attendre qu'on termine, alors pour engager, on dit, ce sera vraiment un rétablissement, en tout cas un remblaiement progressif. Et je crois qu'ils ont démarré le remblaiement. Aujourd'hui, si vous allez sur le terrain, vous verrez qu'ils ont commencé à amener du sable pour remblayer un peu l'espace déjà exploité. Donc, à ce niveau-là, nous insistons quand même pour que cet engagement soit véritablement pris en compte. Nous avons demandé également, avec l'approche de l'hivernage, de sécuriser davantage le site. Et là, tout de suite, présentement, ils sont en train de remettre les grillages pour sécuriser. C'est un peu pour éviter la divagation des animaux qui peuvent nous amener des problèmes et quelquefois même des enfants, parce que chaque fois qu'ils voient des plans d'eau, ils ont tendance à les pratiquer pour se laver et là, ça peut créer des noyades. Donc, on a dit, il faut en tout cas sécuriser le site. Et même pendant l'hivernage, parce que quand il y a beaucoup d'eau, le chantier sera obligé d'être suspendu parce qu'il ne peut pas continuer à travailler pendant l'hivernage. Même à ce niveau, on leur a demandé de recruter en tout cas 2 agents qui vont rester là-bas de 8h à 18h pour surveiller. Au-delà même de l'aspect sécuritaire en termes de grillage, il faut renforcer par la présence humaine de 2 ou 3 agents en tout cas qui vont sécuriser le site de 8h le matin, en tout cas jusqu'à 18h. C'est un peu pour éviter à ce que le bétail et les enfants tentent de fréquenter ce niveau-là. Donc il y a également l'école. Il y a l'école qui devait être construit. En tout cas, le mur de l'école de Tabadjan, c'est un engagement également. Et les gens ont commencé à faire les briques. Et la dernière instruction, la dernière recommandation qu'on leur a donnée, c'est que dès le début du mois de novembre, que la construction démarre. Donc c'est vrai, pour beaucoup d'aspects quand même, il y a eu des retards quand même dans l'exécution, ça il faut le reconnaître. Et ça aussi, ça crée un peu des difficultés au niveau des populations qui quelque part un peu doutent, est-ce que réellement ces gens-là vont respecter leur engagement. Donc l'un dans l'autre, j'ai dit à l'entreprise, si vous voulez continuer à exploiter en paix, il faut poser des actes forts. Il faut poser des actes forts par rapport surtout aux engagements. Maintenant, il y a d'autres aspects qui ne sont pas inclus en tout cas dans le protocole, mais comme on dit, la responsabilité sociétale des entreprises, l'entreprise quand même essaie d'aider à certains niveaux, au niveau des mosquées. Au niveau de la jeunesse, par exemple, on leur a déblayé un terrain d'1 hectare à usage de foot, donc etc. Mais quand même, nous on a toujours demandé que l'entreprise soit beaucoup plus offensive, qu'ils font des actions et vraiment ne pas traîner le pas par rapport en tout cas aux engagements qu'ils ont pris. Et c'est seulement cela. Parce que, comme on dit, mais quand on reste là à parler seulement, alors ça pose problème. Et c'est là où nous, on est interpellés aussi en tant que comité de suivi, parce que c'est ça notre rôle. Nous, on n'a pas participé au protocole. C'est la mairie qui a exprimé ses besoins.
ils ont discuté avec l'entreprise et d'accord partis, ils ont signé ce protocole-là. Donc, nous, on est là pour suivre, pour amener les uns et les autres à respecter leur engagement. Et l'un des engagements, malgré que c'est un engagement très faible, c'est les emplois locaux. Les emplois locaux au niveau de l'entreprise. Malheureusement, avec la mécanisation, vous savez, beaucoup de questions sont gérées maintenant par des machines ou par des tracteurs, quelque chose comme ça. Mais le peu d'emplois, en tout cas, qui sont créés, ont été recrutés au niveau local, au niveau de la commune de Djoudougou. Donc c'est pour dire que c'est aussi un engagement que l'entreprise a pris et qu'ils sont en train de respecter. Mais quand même, nous insistons et nous le dirons, parce que aussi il ne s'agit pas de dire que de bonnes choses au niveau de l'entreprise, mais il faut aussi dire que véritablement il faudrait quand même qu'ils respectent leur engagement. Et c'est tout le combat que je suis en train de mener.